Messieurs, bonjour. Au sommaire, bonsoir. Levée de bouclier des habitants de Popenguine contre le projet d'extension du port de Ndayane. Ils étaient en sit-in cet après-midi devant le service des impôts et domaines de Mbour. Ces populations ne veulent surtout pas d'être dépossédées de leurs 12 000 hectares de terre à Touba. Vaste opération des agents du ministère du Commerce à une semaine de la célébration du Magal. Ils ont procédé à une saisie de produits impropres à la consommation estimée à une centaine de millions. Le grand marché Ocas de Touba est mis sous haute surveillance. Retrouvailles Abdoulaye Wade, Macky Sall, le Forum civil soupçonne un deal entre l'ancien et l'actuel président de la République. Son coordonnateur Birahim Seck dit non à une éventuelle amnistie pour Karim Wade qui pourrait en être la finalité. Dans la banlieue de Dakar, plus de 100 établissements scolaires ont pu être libérés des eaux de pluie. Le plan Orsec est passé par là. Le point dans ce journal avec le colonel Ange Dianta. Il est le responsable du groupe opérationnel secours et sauvetage. En sport, football, match amical Sénégal-Brésil. Première séance d'entraînement des Lions à Singapour, mais sans Mbaye Niang et Edouard Mendy blessés, laissés en France. Les détails dans la page des sports de Youssouf Bodian. Abdoul Cham est à la partie technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les habitants de Popenguine Ndayane disent non à l'extension du port de Ndayane. Ils ne veulent surtout pas céder leurs 12 000 hectares de terre à Dubai Port World. Après leur sit-in d'aujourd'hui, les populations comptent intensifier le combat dans les prochains jours. Abdourahmane Diallo. Des habitants de Popenguine Ndayane ont quitté leur localité pour venir jusqu'à Mbour afin de dénoncer ce qu'ils qualifient de spoliation foncière. Ils sont contre les 1200 hectares alloués au port de Ndayane alors que le projet est évalué sur une superficie maximum de 600 hectares. Omar Sen, membre du comité d'initiative pour le développement de Ndayane. Ce qu'on veut est qu'ils respectent leurs paroles. Les 600 hectares qu'ils ont dit depuis le début, qu'ils s'en tiennent à ces 600 hectares-là. On ne parle ni plus. Si on peut pas faire moins, nous, ce que nous voulons même faire moins de 600 hectares. Et pourquoi pas rejoindre le président de la République sur ces 400 hectares 400 hectares, ça suffit. Si on ne peut pas faire moins, nous, ce que nous voulons même faire moins de 600 hectares. Et pourquoi pas rejoindre le président de la République sur ces 400 hectares 400 hectares, ça suffit pour un port. Le port le plus grand au monde, c'est Amsterdam, ça fait 600 hectares. Et pourquoi 1200 hectares? Depuis plus de 2 ans, ces habitants de Ndayane ont montré leur désaccord par rapport à l'extension du port, mais cette fois-ci, ils comptent dur sur le ton. Alioune Ndoye, membre du CAN, ont montré leur désaccord par rapport à l'extension du port, mais cette fois-ci, ils comptent dur sur le ton. Alioune Ndoye, membre du comité d'initiative pour le développement de Ndayane. Récemment, on a voulu faire une marche, c'est le sous-préfet qui nous avait dissuadé. D'ailleurs, il était venu même avec le ministre ici pour discuter avec nous. Il avait pris la garantie de régler le problème et jusqu'à présent, la donne n'a pas changé. Donc, on va le rencontrer pour qu'il nous explique ce qui se passe. Si on n'est pas convaincu, on va organiser plusieurs manifestations, un sitting, une marche, n'importe laquelle, juste pour avoir gain de cause. Ces habitants de Popenguine Ndayane précisent qu'ils ne sont pas contre la construction du port, mais ils ne comptent pas donner 1200 hectares à la société Dubai Port World, RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane, c'est bien 1200 hectares, donc que ces habitants ne veulent pas céder à 2200 hectares de terre. Programme des 100 000 logements est éligible à ce programme tout Sénégalais non domicilié. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, à la sortie de l'atelier de restitution annoncé du programme. Pour un début, les logements seront en mode standard avec 2 chambres à salon. Selon la même source, le compte-rendu de Oumou Djeganyang. Projet des 100 000 logements initiés par le président de la République, Abdou Karim Fofana, évoque les critères d'éligibilité. Les logements sont d'abord destinés aux populations qui ne sont pas propriétaires de logements. Mais d'abord, il faut être sénégalais, avoir une activité économique, salarié ou non salarié, formel ou informel, mais ne pas être propriétaire d'un autre logement. Parce que cette politique est destinée aux personnes à revenus modestes et aux revenus irréguliers. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique est revenu aussi sur
les types de logements. Pour le logement social, ce qui est retenu pour un logement standard de 2 chambres salon sur un terrain de 150 mètres carrés, une surface construite entre 60 et 70 mètres carrés et un prix qui oscille entre 10 et 12 millions. Pour répondre aux besoins des bénéficiaires, une campagne est prévue. La prochaine étape, c'est le conseil présidentiel, mais aussi dans la phase active, le lancement d'une campagne de souscription afin que les demandeurs de logement puissent s'inscrire et qu'on puisse recevoir les informations relatives à leurs caractéristiques, à leur lieu peut-être d'habitation. Les banques partenaires ont tenu à rassurer la population avec une baisse de leur taux d'intérêt. Le point sur le plan Orsec, près d'un mois après son déclenchement, sur 115 écoles situées dans la banlieue, il en reste seulement 10 qui sont toujours sous l'emprise des eaux. La précision est du colonel Pape Michel Ange Diatta qui dirige le groupe opérationnel secours et sauvetage. Pour ce qui est des quartiers, il y en a également certains qui sont toujours inondés, mais pour le commandant, le travail se poursuit. Nous l'écoutons. Bien avant le déclenchement du plan Orsec, les sapeurs-pompiers étaient sur site. Maintenant, vu le pic des pluies, le plan a été déclenché. Donc, ce qui, pour nous, nous a permis de renforcer la logistique, les capacités. Donc, ça nous a permis, en fait, de multiplier les points de pompage. Et surtout, avec l'imminence de la rentrée des classes, on a fait un focus sur les établissements scolaires. Il nous avait été signalé environ 115 établissements scolaires qui étaient inondés. La date d'aujourd'hui, il y a juste une dizaine, donc quasiment les écoles avaient été libérées des eaux. Malheureusement, la date d'aujourd'hui, il y a juste une dizaine, donc quasiment les écoles avaient été libérées des eaux. Malheureusement, vous avez suivi la météo, il a plu entre-temps le jour de l'ouverture des classes. On a repris quand même le même dispositif et à la date d'aujourd'hui, il n'y a que sur les 115, une dizaine d'écoles, quand même le même dispositif et à la date d'aujourd'hui, il n'y a que sur les 115, une dizaine d'écoles qui sont en cours de traitement. Ces écoles se trouvent globalement dans la banlieue. C'est dans des points bas. Parmi ces écoles ne disposent pas de déversoirs. Par rapport au quartier également, la libération de certaines zones qui est toujours en cours. Il y a des quartiers qui ont été libérés, beaucoup de points noirs également, mais il n'empêche quand même, notamment dans les banlieues, il y a certains secteurs qui restent. Donc, mais je crois que le pompage continue. Malheureusement, quand on libère certains quartiers et que la saison des pluies n'est pas encore totalement terminée, c'est un recommencement, mais les sapeurs-pompiers sont sur site et font le travail au quotidien. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Pape Besdiba. Les services du ministère du Commerce ne chôment pas en cette veille de Magal dans la région de Touba. Ils ont saisi aujourd'hui des produits impropres à la consommation. La valeur est estimée à une centaine de millions de francs. Le ministre du Commerce en visite à Touba a annoncé un renfort d'éléments pour traquer les commerçants. Véreux Marem Diop. Des produits d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA saisis dans la région de Diourbel. Les marchés sont sous haute surveillance à Touba, à quelques jours du Grand Magal. Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, en a visité quelques-uns, notamment le marché Ocas de Touba. Nous avons presque 50 agents qui sont là pour les besoins du Magal. D'abord pour veiller à la sécurité des consommateurs, parce que nous savons que ce sont souvent des événements au cours desquels certains commerçants profitent pour écouler des produits qui pourraient ne pas être bons pour la santé des populations. Donc ces agents sont là pour retirer ces produits des circuits de distribution. Et j'ai eu également à constater au service de Mbaké retirer des circuits de distribution. L'approvisionnement du marché en produits est correct et les prix n'ont pas connu de hausse, selon le ministre. Les denrées de première nécessité existent en quantité suffisante ici à Touba. Concernant les prix également, les prix sont stables. Il n'y a pas de tension sur les prix et ce qui est également à saluer parce que quand il y a la collaboration des commerçants, vraiment c'est appréciable. Mais aussi dire que quand les prix sont stables, cela traduit tout simplement du niveau d'approvisionnement
correcte du marché. Aminata Assom Diatta a effectué une visite de terrain à 10 jours du Grand Magal de Touba. Marema Diop, Touba, RFM. Marema Diop, nous restons d'ailleurs à Touba avec l'hôpital Madlabou Fawzaini qui se prépare pour une prise en charge optimale des pèlerins, gratuité des soins pour 5 jours. Le directeur de l'établissement sanitaire annonce un plan d'investissement d'1 milliard de francs CFA afin de moderniser le service. Martha Lo, le directeur de l'hôpital Madlabou Fawzaini, que nous écoutons avec Marema Diop. Nous avons mis en place 2 grandes commissions, une commission médicale et une commission administrative. La commission médicale a pour mission de regrouper l'ensemble des médecins et également des paramédicaux qui peuvent intervenir dans la prise en charge des patients pour essayer de coordonner leurs activités. Et au même moment, au niveau de la maternité et au niveau du service de pédiatrie, également les activités de prise en charge vont continuer à se dérouler, aussi bien dans le domaine des urgences que dans le domaine des règles. Et cela, c'est 2 jours avant le Magal, c'est le jour du Magal et c'est 2 jours après le Magal. Donc ça fait 5 jours de prise en charge gratuite des pèlerins. Ça, c'est la commission médicale. Maintenant, à côté de la commission médicale, nous avons la commission administrative qui également va se charger de veiller à ce que l'ensemble des autres qui vont venir, le renfort des médecins qui vont venir de Dakar et des autres régions, puissent être dans de meilleures conditions de pouvoir exercer faire le travail. Sur les efforts que nous avons eu à faire en rapport avec l'augmentation du volume des investissements sur fonds propres, parce que c'est passé de 100 millions à 200 millions cette année, la construction d'une salle au bloc opératoire qui est exclusivement dédiée à la réalisation des césariennes, parce que c'était un problème, l'extension de la capacité d'accueil du service des urgences qui est passé de 24 à 32 lits, la réalisation de travaux de carrelage, de peinture et d'espaces verts, l'extension de la capacité d'accueil du service des urgences qui est passé de 24 à 32 lits, la réalisation de travaux de carrelage, de peinture et d'espaces verts, parce que aussi il y avait des problèmes de salubrité compte tenu de l'étroitesse des locaux. On a eu la chance d'avoir avec le Fonds 6 un projet de construction d'un bâtiment R+5 qui est en train d'être réalisé sur l'ancien espace vert de l'hôpital. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale remet 20 bons de mammographie à la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Cette donation estimée à 6 millions de francs va participer à la lutte contre cette maladie qui touche beaucoup de femmes au Sénégal. Abdou Diouf Diagne. Les bénéficiaires de ces 200 bons de mammographie sont les femmes de ce département ministériel et celles des structures rattachées. Le secrétaire général du ministère du Développement communautaire de l'équité sociale et territoriale, qui a représenté Mansour Faye absent, qualifie ce geste comme une participation à l'effort national de lutte contre le cancer. Rosalie Koli-Boukal. On le sait tous, Octobre Rose, c'est des actions de solidarité. Donc le ministère n'a pas voulu être en reste. 200 bons au personnel du féminin du ministère, mais aussi au personnel de la sphère ministérielle, surtout le personnel d'appui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous sommes le ministère en charge de l'équité sociale. Donc nous avons voulu privilégier cette cible. Cette donation évaluée à 6 millions de francs CFA porte le nombre de bons reçus à 12 000, selon la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, Fatma Genou. C'est important de dépister 200 femmes. Ça leur permet au moins de savoir qu'elles n'ont rien et que celles qui auront quelque chose, je ne leur souhaite pas, mais si jamais on découvre quelque chose, des femmes seront accompagnées dans le traitement. De 2010 à 2018, nous avons distribué 12 000 bons de mammographie. Cette cérémonie de réception de dons de mammographie entre dans le cadre des activités de la célébration d'Octobre Rose. RFM Diamniadio, Abdou Diouf Diagne. RFM à 22h passées de 13 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Le Forum civil contre une éventuelle amnistie pour Karim Wade, l'organisation demande plutôt à l'ancien ministre de payer au Trésor public les 138 milliards de francs CFA de sa condamnation. Birahim Seck et ses camarades pensent qu'Abdoulaye Wade et Macky Sall complotent sur le dos du peuple. Le coordonnateur général du Forum civil, Birahim Seck, que nous écoutons. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter au Sénégal, après plus d'une 50aine d'années d'indépendance, qu'on nous enfarine dans des deals, dans des compromis, dans des compromissions sur le dos du peuple sénégalais. Je pense que, on l'avait dit, on le réitère de façon très claire et nette, M. Karim Wade a été condamné par la CREI. Bonne ou mauvaise juridiction, c'est une juridiction qui existe dans l'architecture judiciaire du Sénégal. Il a été condamné à 138
milliards de francs CFA. Il doit s'acquitter de cette dette-là. On ne peut pas accepter qu'il y ait un deal, qu'il y ait un protocole de Tabaski, qu'il y ait une convention entre différents acteurs politiques, mais qui feront perdre aux citoyens des centaines de milliards de francs CFA. On ne peut pas l'accepter. Ce qui est dangereux, si on a tendance à amnistier les hommes politiques à qui on reproche de malversation financière à coups de milliards de francs CFA, mais dis-toi bien qu'un Sénégalais véreux également, bien un Sénégalais lambda, peut se dire également, je vais m'enrichir illicitement, je vais détourner, je vais voler, et un jour également, je vais essayer de négocier, en quelque sorte même, je pourrais même tenter d'acheter mon amnistie ou bien la révision de mon procès. Vous entendrez Birahim Seck plus largement. Fin d'édition, il sera notre invité au micro d'Abdourahmane Diallo. En plus bref, Khalifa Saleh était à Kaolack aujourd'hui. Il a rendu visite à toutes les familles religieuses de la commune de Kaolack. Il a démarré sa visite chez l'évêque de Kaolack avant de faire le tour des foyers, des autres foyers religieux, Léona Kanen, Léona Niassène, Medina Baye et Touba Ndorong, entre autres. Les avocats de Ousmane Sonko n'ont pas pu tenir leur conférence de presse. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a-t-il raison d'interdire ce face-à-face avec les journalistes? Fama Dione a posé la question à un juriste. Dans le règlement intérieur de l'ordre des avocats, il est dit que si un avocat est constitué sur un dossier qui est pendant devant la justice, il lui faut une autorisation du bâtonnier avant de s'exprimer sur le sujet. Selon une source inscrite au barreau, le principe est l'autorisation, l'interdiction, une exception. Le bâtonnier, 29e autorité du Sénégal, a eu raison d'interdire la conférence de presse des avocats de Sonko car, selon notre source, la demande pour avoir l'autorisation devait être écrite dans un délai raisonnable pour presse des avocats de Sonko car, selon notre source, la demande pour avoir l'autorisation devait être écrite dans un délai raisonnable pour donner le temps au bâtonnier de traiter la demande. Et puis, plus de pirogues de bois d'ici à 10 ans. C'est le vœu du gouvernement en collaboration avec CFAO. Ces pirogues en bois vert vont être remplacées par les pirogues de fibre en verre qu'on considère plus pratiques et qui pourront répondre aux attentes des acteurs. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Aminata Mbengue Ndiaye, s'est rendu à l'usine de fabrication des embarcations des pirogues de fibre en verre à Ouakam cet après-midi. C'était en présence de Oumar Mbow. L'entretien est proche de zéro en termes de coût. Elles sont là disponibles, les pirogues en fibre de verre. Ces pirogues vont régler tous les problèmes auxquels font face les acteurs de la pêche, selon son ministre Aminata Mbengue Ndiaye. Nous avons une flotte extrêmement importante dans le domaine de la pêche. Nous avons près de 20 000 pirogues en bois. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est d'avoir d'autres types de pirogues en fibre de verre qui sont beaucoup plus résistantes, qui sont également, du point de vue de la sûreté, donc beaucoup plus sécurisées, et qui présentent également du point de vue de la qualité du produit fini, du point de vue également de la conservation des produits halieutiques dans la pirogue, qui présentent en tout cas un meilleur profil que les bateaux les pirogues que nous avons eues jusqu'à présent. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Aminata Mbengue Ndiaye, tend la main aux acteurs pour atteindre son but. Il y a une disposition qu'il faut tout faire pour pouvoir arriver au résultat escompté, avoir 20 000 pirogues d'ici à une dizaine d'années, c'est qu'il faut remplacer les anciennes pirogues qui étaient là, donc les pirogues en bois. Et pour les remplacer, ça nécessite des discussions avec les propriétaires qui, donc d'emblée, ne sont pas contre le fait de les remplacer, mais qui voudraient quand même être dédommagés à travers une prime à la casse. L'usine de fabrication des embarcations des pirogues en fibre de verre veut réaliser 20 000 pirogues en 10 ans pour permettre aux acteurs d'éradiquer les accidents. À 22h passées de 18 minutes, nous accueillons Youssouf Bodian pour la page des sports. Youssouf, bonsoir. Bonsoir, Pabès. Football, pour démarrer, les Lions ont effectué leur première séance d'entraînement à Singapour. L'équipe nationale est arrivée ce matin dans la cité-état de l'Asie du Sud-Est. Sadio Mané et compagnie se sont entraînés dans l'après-midi sans deux de leurs coéquipiers. Il s'agit de l'attaquant Mbaye Niang et Edouard
Edouard Mendy qui sont restés en France pour blessure. Les adversaires du Sénégal, les Brésiliens, sont arrivés en ordre dispersé à Singapour. Parmi les premiers à débarquer, les joueurs du Paris Saint-Germain, Neymar, Marquinhos et Thiago Silva. Le reste du groupe est arrivé à Singapour ce mardi. Les Brésiliens se sont également entraînés dans l'après-midi. Les deux sélections vont effectuer de nouvelles séances d'entraînement ce mercredi veille de match. Le match amical Sénégal-Brésil est prévu jeudi à 12h GMT, 20h heure locale. Tournoi de l'UFOA, le Ghana est en finale. Les Black Stars ont battu tout à l'heure en demi-finale la Côte d'Ivoire par 3-0. Triplé de Moumini Safin, il est donc attaquant de l'Ashanti Gold Sporting Club au Ghana. Il a marqué donc 3 buts et désigné homme du match. Il va permettre au Ghana de continuer la défense de son titre. Ils détiennent le trophée de l'UFOA, les Ghanéens, qui sortent donc les éléphants de la Côte d'Ivoire. En première heure, en match de classement, la Gambie a été battue par le Cap-Vert. 1-0 Pabès. Oui, Youssouf, la Confédération africaine de football a statué sur le dossier Zamalek Génération Foot. L'instance dirigeante du football africain a programmé le match retour pour le 24 octobre au Caire. Toutefois, la CAF annonce des mesures d'accompagnement pour l'organisation de ce match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions. Les détails avec Abdoulaye Diop. La décision a été prise à l'issue de la réunion du comité d'organisation des compétitions interclubs. À la sortie de la rencontre qui s'est tenue ce mardi au Caire, il a été décidé que le match Zamalek Génération Foot va se rejouer le 24 octobre à 20h au Caire. Zamalek doit confirmer le stade du match au plus tard, le samedi 12 octobre. La CAF va prendre en charge les frais de voyage et d'hébergement de Génération Foot et des officiels du match. Le comité de discipline de la CAF va procéder à un nouvel examen du dossier sur les aspects relevant de ses compétences. La décision est tombée à la veille du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions africaine. Pour rappel, Génération Foot avait remporté le match aller par 2-1. Les dirigeants des Grenats refusent toute idée de rejouer ce match retour des 16e de finale de la Ligue des champions. La CAF précise dans son communiqué que l'équipe perdante va jouer le deuxième tour des préliminaires de la Coupe des Confédérations le 30 octobre pour le match aller et le 5 novembre pour le match retour. Abdoulaye Diop, à Richard Toll, la mairie et le mouvement Nawetan pas d'accord sur l'organisation de la Coupe du maire et la distribution des subventions aux ASC. Le mouvement sportif n'écarte pas de saisir le préfet, le président de l'interzone de Richard Toll, Hassan Diop, avec Mamadou Diagne. L'année passée, nous avons organisé la compétition jusqu'en finale et jusqu'à présent, les ASC finalistes aujourd'hui n'ont pas pu jouer cette finale parce que le maire brille par son absence, parce que l'équipe municipale aujourd'hui est incapable d'organiser cette finale. Mais à chaque fois, on nous sert la même réponse, que nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut organiser cette finale, mais à chaque fois, on ne voit rien. À mon humble avis, je pense que c'est une absence de volonté politique manifeste qui caractérise ces décisions-là. Et de ce point de vue-là, la jeunesse de Richard Toll aujourd'hui n'a plus d'espoir par rapport à l'organisation de la Coupe du Monde. Ce que nous comptons faire, moi j'ai dit aux membres de l'interzone que nous ne nous laisserons pas faire. Parce que cet argent-là appartient à la jeunesse de Richard Toll. Et nous allons, dans le cadre des marches, dans le cadre des sittings, réclamer, demander avec insistance à ce que la Coupe du Maire soit organisée, parce que nous pensons justement que cet argent-là nous appartient. Après les Nawetan, Youssouf, nous terminons avec le rugby féminin. Le Sénégal se prépare à disputer la Coupe d'Afrique de rugby à 7. Elle est prévue à Tunis du 12 au 23 octobre prochain. Le sélectionneur a publié aujourd'hui une liste de 12 joueuses qui vont défendre les couleurs du Sénégal. L'objectif, terminer parmi les 4 premiers, selon Babacar Diatta. On a préparé le tournoi comme il le faut. D'abord, on a démarré sur le sable, terminé sur le gazon. Là, du coup, on a travaillé musculalement, les muscles, tout ça. Parce qu'avant, il y avait des types qui étaient blessés. Du coup, tout le temps, on s'entraîne sur les gazons. Du coup, tout le temps, on te dit il y a quelque chose qui me fait mal. Du coup, on a changé de système, raison pour laquelle qu'on s'est engagé de démarrer les entraînements à la plage. Actuellement, ça va, tout le monde va bien. Mentalement, c'est bon. Physiquement, c'est bien. Du coup, on va essayer de récupérer le groupe dès le mercredi pour parler un peu avant de partir en Tunis. D'abord, il faut qu'on soit là bien.
mentalement bien, physiquement, soit conscient de ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a pas mal d'équipes qui sont là-bas. Dès qu'on gagne, on peut aller de l'avant. On essaie de viser la 3e et la 4e place, c'est l'objectif. Babacar Diatta, le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de rugby à 7, le Sénégal, 6e lors de la dernière édition, et dans le groupe A, en compagnie du Kenya, le Ghana et le Botswana, que les Lions vont affronter pour leur premier match. L'équipe vainqueur du tournoi se qualifie pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Pabès. C'était à l'instant Youssouf Bodian qui nous a présenté la page des sports. Le tour du web sur RFM. Le tour du web avec Abdoulaye Diop. Bonsoir et bienvenue. Affaire des 94 milliards, le bâtonnier sort le bâton et s'oppose à la tenue de la conférence de presse des avocats d'Ousmane Sonko. Prévu cet après-midi, le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a pas validé la demande qu'ils avaient formulée au préalable pour tenir la rencontre, informe IGFM.sn. Déguerpissement, les anciennes lionnes du basket refusent de se plier à la décision de l'autorité. Sur l'RL.net, elles se disent déterminées à aller jusqu'au bout de leur refus. Pour ces anciennes basketteuses, il est hors de question de quitter leur appartement sans que la SNHLM ne les reloge ailleurs, nous dit le site. Affaire des lesbiennes de Yeumbeul-Senweb.com informe que le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a rendu son verdict dans le procès HW reconnu coupable pour actes contre nature, menace de mort et destruction de biens appartenant à autrui a été condamné à 1 an d'emprisonnement ferme. Pendant ce temps, c'était chaud ce matin à Saint-Louis. Une cinquantaine de manifestants regroupés autour du collectif des populations de Galel-Nord, Extension et d'Angou Sud ont barré la route pour manifester leur mécontentement suite à la démolition de leur habitation. Dakarmatin.com fait savoir que 8 d'entre eux, dont 2 femmes, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Sur Dakaractu.com, un appel aux bonnes volontés pour la réfection des toilettes du CM Blaise Diagne. Selon le site, elles sont dans un état tel qu'elles inquiètent le corps professoral. Sur l'international, en Tunisie, RFI.fr fait savoir que le candidat à la présidentielle, Nabil Karoui, arrivé 2e au premier tour de la présidentielle, réclame un report du second tour prévu ce dimanche 13 octobre. Du sport, c'est officiel. Après plusieurs réunions pour harmoniser les positions, la Confédération africaine de football a finalement décidé de faire rejouer le match retour entre Zamalek et Génération Foot le 24 octobre prochain à 18h GMT au Caire. La commission interclub, selon un communiqué officiel, a ainsi accompagné cette décision de quelques mesures en obligeant Zamalek à confirmer la tenue de la rencontre au plus tard le 12 octobre. L'information est à lire sur emedia.sn. Le tour du web, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Le marché sur RFM. Le marché avec Nafissa Toussila. Bienvenue. Le Grand Magal de Touba, c'est dans une dizaine de jours. Et qui dit Magal de Touba prend bien en compte l'aspect financier et donc de grosses dépenses. À Dakar, comme dans plusieurs localités du pays, on ne lésine pas sur les moyens, les daïras s'organisent et c'est le cas au quai de Soumbédioune où les fidèles mourides envisagent de dépenser au moins 8 millions de francs CFA. Pape Balagueye. Grand Magal de Touba rime avec dépenses. Dans les daïras et associations, personne ne lésine sur les moyens pour rendre grâce à Serigne Touba. À Touba Soumbédioune, la cotisation et la quête sont les moyens utilisés pour financer les actions en direction du grand événement, informe Adama Mbeng, porte-parole de la Daïra Touba Soumbédioune. ñoo ngi koy waajee xel mu dal ak mbégte ak contentement bu mag a mag gaal gu fiy teer gaal gu nekk dina joxe ñaari junni mais ñun kenn ku nekk yow da ngay sasoo si daayira bi kenn danaan sasoo naa genn wàllu nag keneen ki nag mottali naa nag bi kenn ku ci nekk di nga am ñoo sasoo ñi sasoo ay bëri ko duuluñ lu ne parce que ñun bu ñuy dem kër sëñ bi bëgg nañu lépp mate am nañu ay jigéen yoo xamante ne ñoo yor wàllu kuréel bi màjjaal yeeg yooyu tàmbali nañ ko depuis une semaine ñooñ tamit dañuy laaj ki nga xamante ni doole matawul comme ñun lu ñuy jël kenn ku ci nekk loo am luñ naan ñàkk jëriñu ko ci nekk def ci pour yiw bi ñun ñëpp ñu ànd ko bokk. Près de 4 millions de francs CFA dépensés l'année dernière en pareille occasion, la Daïra Touba Soumbédioune se fixe encore d'autres objectifs. ren bëgg nañu 8 moo waral waajal safar bii ñuy def pour soññu nit ñi pour xamal leen ni màggal gee ngi ñëw sunu safar bii nga taxaw nii tey
nu mu gàtt dañ ciy def 4 millions. Des années à célébrer le Grand Magal de Touba, les daïras rivalisent chacune et sont promptes à investir tout l'argent amassé au bénéfice de Serigne Touba et des fidèles pèlerins qui vont rallier la ville sainte de Touba. Et à Touba, les préparatifs vont bon train pour accueillir les futurs pèlerins. Et là-bas, rien n'est trop pour les réjouissances. On dépense sans compter, même si on sait que les prix des denrées connaissent présentement une hausse. Voyons tout cela avec Marema Diop. Pour le plaisir des pèlerins, les fidèles mourites veulent mettre les petits plats dans les grands. Du poulet au chameau tel que recommandé par le fondateur du mouridisme. Pour cette édition du Grand Magal de Touba, Khalim Faye va dépenser sans compter. dërëm ba 1 milliard lépp lu am da nga ciy def te ku tedd ki rek maanaam tax tamit tey jii rek waaw gars yi safar bu neex bu mucc ay xar beeg nag beeg gëlën beeg bëy beeg lépp ngi ci boo jógee àll bu cher ci boppam yow sa bopp yow doo ko yëg waaw. Rencontré à la place publique de Darou Marnane avec d'autres disciples, ce quinquagénaire ne compte pas lésigner sur les moyens pour le plaisir de ses invités. man Mor Thiam mi musuma koo xayma mukk ci àdduna damay joxe rek su mu jeexee ma toog ku am def ndax da ngay joxe rek ba mu jeex sax samay poos ak samay néeg daal dara du fi des lu ma am laa jox jigéen ñi ñu toog. Chargés de faire le marché, les femmes rivalisent d'astuces pour remplir leur panier. diggante daaw ba ren maa ngi dajale lu ma am lépp ci màggal gi laa koy def lu ma am yëpp gi laa koy def ñun daal ñu ngi ci ba bis bi daal lu gis nga nag mbay ak yëpp ginaar bàyyiwuñu dara lépp lu doom aadama mën a lekk laaxi bisaab yi laaxi soow mbaxal saalum teebu kecax ngi sëñ Touba. À une semaine du Grand Magal de Touba, déjà les prix des denrées de première nécessité commencent à connaître une hausse. Pour lutter contre cette flambée des denrées de première nécessité, mais aussi la présence de produits périmés sur le marché de Touba, des entreprises ont pris l'initiative d'organiser des foires pour rendre accessibles ces produits en quantité et en qualité. Je vous propose d'écouter Madame Touré, directrice de l'entreprise de communication Speech, au micro de Marema Diop. Cette année, on a décidé d'organiser cette foire pour assister les populations. Tout le monde sait aujourd'hui qu'à l'approche du Magal, les prix ont tendance à augmenter. Souvent, des produits périmés se retrouvent sur le marché. Donc, pour remédier à tout cela, nous avons décidé de rassembler des entreprises sous le format d'une foire et de proposer une alternative à l'offre locale. Mais j'aimerais insister sur le fait que beaucoup de grossistes ont contribué, en tout cas contribuent à la réussite de cet événement. Alors, il y en a qui acceptent de baisser leurs prix pour qu'on puisse les proposer aux populations. Donc tout ça pour les accompagner. Alors les prix sont très réduits. Très réduits. Proposent quasiment des prix grossistes aux consommateurs. Et ça, c'est vraiment avec l'aide des grossistes qui ont, eux, accepté de céder sur leur marge. Et notre souhait, c'est vraiment que cet événement soit inscrit dans la pérennité avec un nombre plus important d'entreprises. Aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises, mais on espère en avoir une vingtaine l'année prochaine. C'est tout pour le marché. Merci à Pape Balagueye, Marema Diop et Abdou Thiam. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DS-DOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, c'est avec Salimata Awa. Bienvenue. Le diagnostic du cancer provient des résultats des examens complémentaires au dépistage. Grâce à ce diagnostic, le médecin pourra proposer un traitement adapté. Mais d'abord, comment se passe le diagnostic? Dr Ousseynou Sarr, oncoradiothérapeute et cancérologue à l'hôpital d'Al Jam de Guédiawaye. Le malade vient, il est dévêtu jusqu'au niveau du pubis, donc au niveau du petit bassin, si on peut dire ça, et on fait un examen
bilatérale des deux seins, de vue et avec des palpations. Palpations, ça veut dire qu'on touche pour voir est-ce qu'il y a une masse, est-ce que les seins sont douloureux, est-ce qu'il y a un écoulement, quelque chose qui sort au niveau du mamelon, est-ce que le malade a des adénopathies. Les adénopathies, c'est ce qui se trouve au niveau des selles qui peuvent être comme des boules. Dès que la présence d'un cancer est soupçonnée, des examens cliniques seront demandés. Si le malade présente des signes douteux, comme je l'ai dit tantôt, on fait une note. Est-ce qu'elle doit faire une échographie ou une mammographie? Maintenant, c'est au décours de cette échographie qu'on saura est-ce qu'il faudra continuer les investigations. Ça veut dire que demander une biopsie, demander un scanner, demander pour pouvoir poser le diagnostic et débuter un traitement. Le dépistage précoce reste le maître mot, surtout chez les personnes qui ont des antécédents, précise le docteur Ousseynou Sarr. Oui, on les sensibilise à venir se faire dépister et à respecter les horaires de dépistage par rapport aux antécédents. Ça veut dire est-ce que chez une femme, elle a des antécédents elle a une sœur ou bien une maman qui avait eu cette maladie. Donc ces gens de malades-là sont suivis beaucoup plus régulièrement que des malades qui n'ont pas d'antécédents. Bien que 90% des malades n'ont pas d'antécédents familial de cancer. Ils n'ont jamais eu de cancer dans leur famille. Mais néanmoins, ceux qui ont déjà eu des cancers, surtout de sein dans leur famille, sont plus surveillés que les autres. Le délai entre la découverte d'une anomalie et le début d'un traitement peut parfois être très long, mais cette période est nécessaire pour réaliser les examens et définir le traitement le mieux adapté. C'était tout pour Bonne Santé. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. RFM, la chronique du jour. La chronique est signée Pape Samba Kane. Il y a quelques mois, les éditions Lettres de Renaissance publiaient un recueil de poésie que la célébration de Serigne Mountakha, le calife au grand sourire lumineux, à l'occasion de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, a ramené à notre mémoire qu'en réalité, ce tour de force poétique n'avait jamais déserté. C'est une façon de parler, comme on dit. Singulier recueil de poésie donc, écrit par Khadim, gamin courant derrière un lézard dans les rues sableuses ou buissonnières du Nyaritali de l'immédiate période après les indépendances, ou Tchalis, son nom dans la clandestinité politique quand il fut devenu adolescent, puis jeune adulte, la tête pleine d'idéaux de gauche, ensuite Bamba Ndiaye dans les colonnes du quotidien et Le Matin, il y a autour de 20 ans. Enfin, honorable Bamba Ndiaye, député à l'Assemblée nationale. En fait, quand on a fini de lire B. Talibé, son recueil de poésie, on se dit que Khadim, Tchalis, le journaliste, le député et homme politique n'étaient que des couvertures. Il était ça à ses heures perdues, pourrait-on dire, parce que poète définitif, poète né, il ne pouvait finir que poète. Ce n'est pas un pari, et je le sais. Son état, enfant, son engagement idéaliste, ses activités d'homme politique, sa profession de journaliste, sa dignité de député, y compris sa formation dans les sciences sociales, n'était que pérégrination d'un esprit habité et qui en avait une conscience claire. Mais laissons la psychologie de salon à sa place. La poésie, en l'occurrence, celle de notre sujet, dira tout cela mieux que tout et que tous. Ce n'est pas moi qui parlerai le premier ici. Le jeune critique littéraire, journaliste et poète lui-même, Moustapha Dian, quelques semaines après la présentation du recueil de Bamba, B. Talibé à la Maison de la Presse, par d'éminents universitaires, n'avait pu se retenir et écrivit sur CNews un texte critique majeur sur cette poésie majeure. Ici, me vient en tête ce que me dit un jour, soit dit en passant, l'écrivain et en même temps signataire de la belle préface de B. Talibé, Boubacar Boris Diop sur la critique littéraire. Que c'est les bons livres qui appellent les bonnes critiques. Le critique Moustapha Dian, pris par la même transe qui transporte le poète Mamadou Bamba Ndiaye, nourri par la poésie de son illustre homonyme, Cheikh Ahmadou Bamba, par les odes de Serigne Moussa Ka et Serigne Mbaye Diakhaté, se jette dans le sublime océan de trésors où le poète, dit-il, est à la fois maître nageur et maître noyeur. Parce que Bamba, je cite encore Moustapha, heurte et se heurte au voile cosmique et aux lumières diaphanes de la gnose mystique. J'illustre le propos du critique par ses pirouettes linguistiques dans les textes de Bamba dont on ne sait plus de sa culture générale, pour le dire ainsi, acquise à l'école occidentale,
de ses sources d'inspiration mystico-religieuse et de nos traditions littéraires orales, lesquelles en irriguent les sillons sinueux. Je cite le poète exalté devant la grandeur du fondateur. Il est mon âme, motif mobile et maître, rythme de mes rimes et règle de mon maître. Né grain d'un désert humain aride et inculte, l'élu devint peuple et nation, culture et culte. Ordonnant foi et loi, sans finesse futile, redonnant foi à tout savoir humain utile. Fin de citation et question vulgaire. Qu'en pense le peuple? Je ne sais pas. Mais voici ce que dit le critique Moustapha Dian du poète par sa poésie. Eh bien, il passe de l'euphorie à l'euphonie et d'élan en élan, il se casse la tête et se cogne le cœur et se déchire la peau sur les secrets indicibles. Son préfacier, lui, Boris, n'avait pu s'empêcher à la lecture de ses alexandrins, hémistiches, distiques, quatrains, matinée de mystique mouride, d'écrire que Bamba Ndiaye dafay daanu leer, en wolof dans le texte. Les originalités contenues dans la démarche créative de Bamba, dans la confection de ce recueil, qui compte une composition dédiée au capitaine Mbaye Diagne, héros et martyr du génocide des Tutsis du Rwanda, sont nombreuses et tombent toutes en plein dans des questionnements très actuels chez nos intellectuels et penseurs, et plus loin encore. Notamment la question des langues. Son recueil est écrit en 3 langues, sans aucune traduction de l'une à l'autre. Une prise de position dans le débat sur l'usage des langues, dont d'ailleurs l'auteur s'explique dans son avant-propos avec une certaine espièglerie. Ah oui, ceci sérieux Bamba? Mais que voulez-vous? On n'est pas poète sans risque. Lui-même, dans cette même avant-propos, qualifie la poésie de métier dangereux. RFM, l'invité. L'invité, le coordonnateur général du Forum civil, Birahim Seck, qui s'entretient ici avec Abdourahmane Diallo, notre correspondant à Mbour. Merci, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Futur Média. Nous sommes ici à Saly avec Birahim Seck. Il est le coordonnateur général du Forum civil. Monsieur Seck, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diallo. Nous parlons d'abord de la proposition de révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Votre avis là-dessus? Bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a un manque d'ouverture, mais également de participation dans la construction juridique de cette proposition de loi relative à la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous rappelons déjà qu'il y a quelques années, le Forum civil, en partenariat avec le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, dirigé en son temps par l'honorable député Moustapha Diakhaté, nous avions entamé un travail de fond sur les modifications éventuelles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on est assez surpris de savoir qu'il y a une proposition de loi qui est en train d'être discutée par un groupe de députés, parce qu'après même échange avec plusieurs députés, même ceux de la majorité, certains n'avaient pas, en tout cas au moment des discussions, n'avaient pas la proposition de texte. C'est pourquoi on se dit qu'il y a quand même un manque de partage et d'ouverture par rapport à ce texte-là. Le second aspect, c'est par rapport à la recevabilité même de la proposition de loi, parce que hormis les réformes, les aménagements qui sont relatifs à la suppression de certaines expressions relatives au Premier ministre, relatives à la Commission de l'économie, de la coopération et du plan, de certaines expressions en tout cas contenues dans le règlement intérieur, on se rend compte qu'il y a eu au moins une création de 3 types de commissions. Une commission des finances et du contrôle budgétaire, une commission des affaires économiques, mais également une commission des énergies et des ressources minérales. Je pense que la création de ces commissions vont engendrer, bien entendu, des incidences financières. Parce que dans le projet de proposition de loi, dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, il n'est nullement mentionné les recettes compensatrices qui vont servir quand même à ces commissions de fonctionner. Parce que déjà, dans la Constitution du Sénégal, à son article 82, alinéa 4 ou 3, c'est selon les constitutions, il est dit que les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques,
soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. Je pense que, à la lecture de ces dispositions de la Constitution, si l'Assemblée nationale crée de nouvelles commissions, naturellement, il y a des incidences financières. Donc la question qu'on se pose et qui ne figure pas dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, d'où provient ces recettes compensatrices. Donc, est-ce à dire qu'aujourd'hui, cette proposition, elle est irrecevable? Alors, il appartiendra aux députés de nous donner les explications le jour du débat. En tout cas, ce qu'on a lu, il ne figure nulle part une justification de recettes compensatrices proposée par les parlementaires par rapport même à la création de ces commissions qui auront des incidences financières. Parce qu'auparavant, je rappelle, on avait 11 commissions. Actuellement, on a 14 commissions. Donc, les 3 commissions doivent fonctionner. Et nullement également dans le projet de texte qu'on a exploité. Nullement il est mentionné une suppression d'un quelconque poste de vice-président. Nullement il est mentionné une quelconque suppression de poste de secrétaire élu. Donc il n'y a pas en fait une motivation. C'est-à-dire, ça c'est une première chose. Deuxième chose, si les parlementaires ont réussi, c'est une hypothèse, à trouver les moyens pour faire fonctionner 3 commissions qui n'étaient pas prévues, je me demande d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas réfléchi sur les voies et moyens, surtout les moyens financiers pour pouvoir éradiquer ou bien diminuer drastiquement les abris provisoires. Pourquoi également les parlementaires n'ont pas réussi pour pouvoir trouver des ressources financières capables de pouvoir résoudre la question des grèves cycliques au niveau de l'éducation nationale. Mais M. Seck, au-delà des arguments avancés, ne pensez-vous pas qu'aussi c'est opportun de changer le règlement intérieur, surtout avec les découvertes du pétrole, du gaz, mais aussi le fait qu'on va passer d'un budget de moyens à un budget de programme? La question de la modification ne se pose pas. La question de l'opportunité ne se pose pas. Maintenant, on parle des questions de priorité, des questions de fond. En tant que tel. Par exemple, il y a quand même d'assez bonnes modifications qui ont été intégrées dans le règlement intérieur. Prenons par exemple l'article 44 qui parle de contrôle, qui est le champ même de la commission de contrôle budgétaire par exemple. Alors, dans cet article 44 là, vous verrez fondamentalement que les députés aujourd'hui auront la possibilité de contrôler les directeurs généraux des agences, des établissements publics, mais également des sociétés nationales. Mais nous, on leur dit que ce n'est pas suffisant. Parce que déjà, pour être en conformité avec les budgets programmes, bien vrai que l'alinéa premier qui est là, qui existe, donne la possibilité aux députés d'auditionner tout fonctionnaire, sur proposition bien sûr après avoir consulté son ministre. Mais nous disons que comme nous devons aller vers un budget programme, il y a des responsables de programme qui sont nommés par les ministres en conformité avec la loi organique des finances de 2011. Donc explicitement, je pense que ça également c'est une suggestion, les députés devront écrire noir sur blanc qu'ils ont la possibilité d'auditionner les responsables de programme. C'est plus pertinent que de parler de fonctionnaires. Le projet d'article 44 également oublie les autorités administratives indépendantes. Il y a quand même beaucoup d'autorités indépendantes. Je pense qu'il parle d'agences d'exécution, mais toutes les agences d'exécution ne sont pas des autorités indépendantes. Maintenant, il y a quand même quelques restrictions qu'on a constatées, en tout cas à notre analyse, sur par exemple la suppression de la saisine ou bien de la saisie des commissions permanentes. Je pense que ça également c'est une restriction au droit à l'information du parlementaire. Vous ne voyez pas une certaine contradiction venant des parlementaires s'ils parlent aujourd'hui d'audit de différentes directions ou de différents ministères alors que l'Assemblée nationale n'est même pas auditée? D'ailleurs, c'est pourquoi c'est assez surprenant de voir toujours apparaître dans les commissions la commission de comptabilité. Parce que la commission de comptabilité doit contrôler le budget de l'Assemblée nationale. Alors qu'on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de rapport, en tout cas connu du public, jamais eu de rapport. Je pense qu'une des urgences des parlementaires, c'est devrait également de se battre pour qu'il y ait un audit des moyens qui sont alloués à l'Assemblée nationale. Je pense que si on veut être à l'ère du temps de la transparence et de la bonne gouvernance, je pense qu'on doit déjà commencer à balayer devant sa propre porte. Nous allons rester à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci, c'est pour parler de l'affaire des 94 milliards. Après les travaux de commission, une séance plénière est prévue le vendredi. Que les parlementaires mettent en place une commission d'enquête parlementaire, c'est un droit. C'est même à encourager, pas seulement dans l'affaire des 94 milliards, mais également dans d'autres dossiers qui ont quand même secoué
le landerneau, la scène publique. Vous voulez parler de l'affaire Petro-Tim, l'affaire du pétrole, l'affaire Big Togo, etc. Je pense que les parlementaires mettent en place une commission d'enquête pour enquêter sur une affaire qui concerne les deniers publics, c'est tout à fait normal, c'est à encourager. Maintenant, c'est ce que je dis, il faut distinguer le travail des parlementaires et l'affaire en tant que telle qui oppose deux citoyens sénégalais. Nous l'avons toujours dit. Cette affaire oppose deux citoyens sénégalais. C'est entre M. Mamour Diallo et M. Ousmane Sonko, deux Sénégalais, deux privés. Donc une affaire privée mais qui a des relents publics du moment où on parle de deniers publics. Alors, qu'on le veuille ou pas, il n'y a que deux hypothèses possibles. Si on ne veut pas politiser cette affaire, la première hypothèse c'est quoi? Un Sénégalais a accusé un autre Sénégalais. Et ce Sénégalais-là, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, dit porter plainte devant le juge d'instruction. Donc il appartient à ce juge-là de l'appeler pour qu'il amène ses preuves. Comme on dit en droit, actori incumbit probatio. La charge de la preuve incombe au demandeur. Mais pourvu que l'accusateur soit appelé par le juge. Dans la même hypothèse, si l'accusateur n'est pas appelé par le juge, l'accusé qui se sent diffamé, qui veut redorer son blason, qui veut se laver de tout soupçon, il appartient à l'accusé lui-même de porter plainte devant le juge pour diffamation. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans cette situation? Il n'y en a pas. Même si certains disent que c'est juste une lettre de dénonciation, non pas une plainte. J'en arrive. Je suis dans la première hypothèse. L'autre aspect, on a parlé de deniers publics. Nous disons, si l'accusateur, M. Ousmane Sonko, a saisi le juge ne bouge pas. Si l'accusé qui se sent diffamé, M. Mamour Diallo, ou ce comment je parle, refuse de porter plainte, maintenant il appartient au procureur de la République de déclencher l'action publique. Parce que le procureur de la République est le défenseur des citoyens. Peut-être il va le faire après les conclusions des parlementaires. C'est pourquoi je dis il faut qu'on arrête de politiser les questions financières au Sénégal. Parce que lier le travail des parlementaires à une question qui oppose deux Sénégalais avec des ramifications concernant le procureur de la République, c'est vouloir politiser cette affaire. Il n'y a pas de lien, encore une fois, entre le travail qui est effectué par les parlementaires et la procédure qui devrait opposer M. Mamour Diallo et M. Ousmane Sonko. Autrement dit, c'est comme si vous me diriez que M. Mamour Diallo est en train d'attendre que les parlementaires fassent un travail de collecte de preuves pour lui. Vous voyez ce que ça fait? C'est comme si c'est le public qui va construire des preuves pour un privé contre un autre privé. C'est malsain. Merci Birahim Seck, coordonnateur général du Forum Civil. C'est moi que je remercie, M. Diallo. Et merci aux auditeurs de la radio Futur Média. À vous le studio. Merci à vous, Abdourahmane Diallo, pour cet entretien avec le coordonnateur général du Forum Civil qui met un terme à ce journal. Le rappel des titres. Pape Bestiba. Levée de bouclier des habitants de Popenguine contre le projet d'extension du port de Ndayen. Ils étaient en sit-in cet après-midi devant le service des impôts et domaines de Mbour. Ces populations ne veulent surtout pas d'être dépossédées de leurs 1200 hectares de terre. À Touba, vaste opération des agents du ministère du Commerce à une semaine de la célébration du Grand Magal. Ils ont procédé à une saisie de produits impropres à la consommation estimée à une centaine de millions de francs. Le grand marché Ocas de Touba mis sous haute surveillance. Retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Le Forum Civil soupçonne un deal entre l'ancien et l'actuel président de la République. Le coordonnateur Birahim Seck dit non à une éventuelle amnistie pour Karim Wade qui pourrait en être la finalité. Vous avez suivi le Birahim Seck. Il était notre invité. Dans la banlieue de Dakar, plus de 100 établissements scolaires ont pu être libérés des eaux de pluie. Le plan Orsec est passé par là. Le point, vous avez suivi le point dans ce journal avec le colonel Ange Diatta. Il est le responsable du groupe opérationnel secours et sauvetage en sport football. Match amical Sénégal-Brésil. Première séance d'entraînement des Lions à Singapour cet après-midi, mais sans Mbaye Niang et Edouard Mendy. Blessés, laissés en France. Les détails, vous les avez suivis dans la page des sports de Youssouf Bodian. Ce journal vous a été présenté par Pape Bestiba. Lamine Sow a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information dans moins de 8 minutes pour un flash d'infos à 23h. Excellente suite des programmes en compagnie de Radio Futur Média.